Cher Tidiane Diao, bonsoir. Bonsoir à tous. L'ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Un diplomate ne se lâche pas facilement. Vous avez peut-être ce soir un scoop pour nous. Une visite du président Macron à Dakar, c'est dans l'agenda de l'Élysée? Clairement, le président Macky Sall a invité le président Macron à venir au Sénégal. Et je sais que le président Macron souhaite absolument venir au Sénégal. Si vous écoutez le discours qu'il a prononcé à New York, on y parle beaucoup d'Afrique, on y parle du Sahel, on parle aussi d'un sommet consacré au partenariat sur l'éducation qui se déroulera à Dakar en février. Les occasions ne manquent pas. Nous aurons aussi le sommet paix et sécurité au mois de novembre. Donc les occasions ne manquent pas pour un déplacement du président. Mais c'est au président Macky Sall et au président Macron, ensemble, de décider des dates de cette venue. Il ne faut pas exclure une venue du président Macron à Dakar en novembre ou en février 2018. Il ne faut rien exclure. En tout cas, cette visite va avoir lieu. Elle aura lieu bientôt. Mais il faut en respecter, je dirais, il faut respecter les usages et le protocole diplomatique. Et puis surtout, c'est une décision qui revient aux deux présidents. Mais en tout cas, il est invité à Dakar, il a envie de venir ici et on le sait, il est animé par beaucoup d'ambitions sur l'Afrique, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur la santé, que ce soit sur la lutte antiterroriste. Donc autant de raisons de venir ici à Dakar. Depuis son élection, il est déjà venu en Afrique, à Bamako, au Mali. Il va revenir en Afrique en novembre, à Ouagadougou, justement, au Burkina Faso. Vous seriez peut-être d'accord avec moi si je vous dis que cela fait des ordres qu'il ne soit pas encore à Dakar, non? Oh que non, parce que justement, nous avons une relation si étroite, la France et le Sénégal, qu'on ne s'attarde pas à ce genre de sujet. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait ensemble. Les primeurs sont accordés à l'ami, non? Eh bien, s'agissant de primeurs, le président Macky Sall a été le premier président africain à être reçu à l'Élysée. C'était le 12 juin dernier, et c'était dans un cas très agréable, puisque l'entretien s'est déroulé dans les jardins de la présidence. Échange de civilité. Donc, je vous le confirme, le président Macron viendra bientôt au Sénégal parce que les deux présidents se voient très souvent. Ils vont se voir à New York pour le partenariat pour l'éducation, pour le partenariat pour l'environnement. Ils se sont vus à Hambourg en juillet. Il y a des échanges très étroits entre nos deux pays. L'Afrique n'est pas seulement le continent des crises, c'est un continent d'avenir. Nous ne pouvons pas le laisser seul. Propos du président français lors d'un discours de politique étrangère devant les ambassadeurs français. C'est après avoir prononcé ces mots qu'il a annoncé qu'il se rendra à Ouagadougou en novembre prochain. Peut-on déjà parler du discours de Ouaga en faisant allusion à un certain discours de Dakar? En tout cas, ce sera un moment fort pour définir la politique de la France envers l'Afrique. Et je sais par avance, car il suffit de relire les discours qu'a prononcé le président Macron, que l'éducation sera une thématique très importante, la jeunesse aussi, comment aussi faciliter le développement des startups, comment développer la sécurité alimentaire, comment aussi régler les problèmes climatiques auxquels fait face l'Afrique. Donc voilà autant de défis sur lesquels la France, par ses différents instruments, le Trésor, l'AFD, par aussi le concours qu'elle peut apporter à la diaspora. La thématique de la diaspora est très importante. Pourquoi? Parce qu'il y a en France, si on prend le cas du Sénégal, une diaspora formidable, une diaspora bien formée, une diaspora dont une partie d'entre elles a envie de revenir ici au Sénégal. Il faut l'aider parce qu'ils peuvent être l'instrument du développement. C'est déjà le cas, on le voit au niveau des universités, au niveau des écoles, au niveau des startups. On voit cette diaspora qui est pleine de projets, pleine d'ambitions, et aussi qui a des ressources en termes d'éducation, aussi en termes financiers, donc qui peut contribuer. Voilà quelques pistes, je pense, qui seront au cœur de notre agenda pour l'Afrique, avec évidemment toujours la question de la sécurité, parce que sans sécurité, on ne peut pas développer. Macron parle d'avenir, ses prédécesseurs également, j'en cite deux, Hollande et Sarkozy. Sarkozy avait dit l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Hollande l'a rectifié quand il est venu à Dakar. Comment, dans quel sens parlera Macron, lui qui a dit que la colonisation était un crime contre l'humanité quand il était candidat à la présidentielle française? En tout cas, ce qui est clair, c'est que pour la France, pour le monde, l'Afrique, c'est notre avenir. Il faut renforcer les liens, il faut tirer profit de cette incroyable richesse de la jeunesse africaine. Et je crois qu'on est très loin de ces polémiques passées. Il ne le redira pas. Il faut regarder devant nous. Il faut aussi reconnaître, bien sûr,
notre passé commun. Comme la colonisation. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu de belles actions et de moins bonnes. Et si on prend par exemple le cas de Tiaroy, le président Hollande a fait les gestes nécessaires en termes de transmission des archives, en termes d'efforts en direction des anciens combattants, en termes de reconnaissance des crimes qui ont pu être commis à Tiaroy. Y compris la colonisation dans Le sa sujet globalité. Le sujet n'était pas la colonisation. Le sujet, c'est vraiment, je dirais, de reconnaître notre passé commun et de regarder devant nous. Et devant nous, je dirais, c'est un avenir qui est plein de promesses si nous savons répondre à ces défis qui sont la sécurité, qui sont l'environnement, qui sont offrir un emploi à la jeunesse africaine. Il y a des propos aussi qui ont fait polémique sortis de la bouche du président Macron. Il a dit, dans un pays qui compte encore 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Est-ce que vous comprenez que ça puisse faire du bruit en Afrique, que des Africains puissent s'en offusquer? Je crois que chaque pays a sa culture. Ici, effectivement, il y a une culture de la famille. Il y a une culture qui pousse à avoir beaucoup d'enfants. Quand vous avez beaucoup d'enfants, il faut être en mesure de leur offrir un logement, une santé, une éducation. Et c'est ces défis-là auxquels il faut répondre. Après, à chaque femme africaine d'avoir le nombre d'enfants qu'elle souhaite. Son corps lui appartient et à chaque culture de définir ce qu'il considère comme être la famille. Clairement, au Sénégal, la famille est très élargie. Oui. Et donc on a évidemment une vision qui est différente de celle qu'on peut développer en Occident. Mais il ne nous revient pas de définir ce que doit être la famille au Sénégal, pas plus que la famille au Mali. C'est aux Sénégalais, c'est aux Maliens, c'est à nos amis africains de définir. La question n'est pas celle-là. La question, c'est il faut pouvoir, en face de tous ces enfants, leur offrir des emplois demain et tout de suite déjà être en mesure de répondre aux impératifs de santé. Par exemple, en termes d'impératifs de santé, ce qui est essentiel, c'est de faire baisser la mortalité infantile et néonatale qui reste encore très élevée. L'AFD fait beaucoup d'efforts. Moi, je suis allé à l'hôpital de Louga. J'ai pu voir les efforts que nous menons pour moderniser le service de maternité. Et il faut poursuivre ce type d'efforts pour être à la hauteur des attentes. Des attentes des mères, des attentes des pères et des attentes des enfants. Justement, vous dites qu'il faut regarder vers l'avenir. Est-ce qu'il ne faut pas justement mettre fin à ce sentiment de paternalisme français, voire même de maternalisme, pour rester sur le thème de la fécondité, qui est souvent reproché à la France? Oui, j'entends ces critiques. Je les entends, bien sûr. Mais d'une certaine manière, je pense que c'est des débats quand même qui sont un peu datés. Nous ne sommes pas en 1960, ni même en 1980. Si je prends le cas du Sénégal aujourd'hui, le Sénégal est un pays moderne, est un pays démocratique, est un pays ouvert sur le monde. Aujourd'hui, toutes les entreprises de la planète veulent s'implanter ici au Sénégal. Dans les secteurs les plus importants de l'économie, vous avez ici des Australiens, là des Anglais, là des Indiens ou des Chinois. Vous anticipez sur une question relative à la forte présence française au Sénégal. Le Sénégal est dans le monde global. Mais si je regarde les chiffres, vous seriez surpris de voir que les parts de marché des entreprises françaises au Sénégal, elles ont été divisées par 2 en 15 ans. Alors que si on prend par exemple nos amis chinois, leur part du marché sénégalais a été multipliée par 4. Donc voilà les chiffres. Après que le Sénégal attire les investisseurs, qu'il attire les Français, ça c'est une réalité, parce qu'encore une fois, stabilité, démocratie, et puis nous avons en partage, c'est une richesse, cette langue commune, bien sûr des intérêts. Les intérêts bien compris de la France. Les intérêts, les entreprises qui investissent, comme les entreprises qui investissent en France, il faut qu'elles y trouvent leur intérêt. Prenez par exemple, moi je cite toujours cet exemple, nous on passe notre temps, diplomates à l'étranger, à essayer de promouvoir les investissements en France. Et quel est le meilleur club aujourd'hui de foot en France? Qui est le meilleur joueur du PSG? Est-ce qu'il est français? Non, il est brésilien. Quel est l'entraîneur du PSG? Il est espagnol. C'est ça la réalité du monde d'aujourd'hui. C'est être en mesure d'attirer les meilleurs. Et de ce point de vue-là, le Sénégal a beaucoup de talent parce qu'il fait venir de grandes entreprises
qui ont envie d'investir ici dans ce pays parce qu'elles croient dans l'avenir du Sénégal. Elles ont confiance. Vous croyez que le reproche fait au président Macky Sall de faire revenir en force les entreprises françaises est infondé et injustifié? Ah, il est totalement infondé parce qu'encore une fois, les chiffres ne le confirment pas. British Petroleum, qui va investir considérablement dans le secteur de la production du gaz, sauf erreur, n'est pas une entreprise française. Et je pourrais vous citer l'exemple de nos amis. Il y a Total aussi. Ils vont explorer dans l'exploration, ce qui est une entreprise beaucoup plus hasardeuse et à beaucoup plus long terme, alors que la production, ça veut dire que les champs ont déjà été découverts. Si vous prenez le secteur, je ne sais pas moi, par exemple de l'or, vous avez des sociétés canadiennes ou australiennes. Le phosphate, qui est une ressource importante du Sénégal, on sait que ce sont des amis indiens et indonésiens qui l'exploitent. Et quant à la pêche, ce ne sont pas des bateaux de pêche français qui exploitent cette ressource. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal est un pays ouvert, est un pays où les investisseurs ont envie de venir, et un pays où il y a, je dirais, des entreprises, des grandes entreprises, un peu partout, qui veulent s'y installer. Il n'empêche que vous êtes toujours le premier investisseur au Sénégal. C'est vrai. Une idée d'un chiffre? C'est vrai, on a aujourd'hui encore cette capacité-là à investir ici au Sénégal. Moi, je m'en réjouis. Je pense qu'avec le temps, ce chiffre va évoluer, puisque si vous prenez en compte les investissements de tous ces pays que j'ai mentionnés, il y aura aussi une forme de globalisation. Mais les entreprises françaises ont envie d'investir ici. Vous avez la chance que, par exemple, un groupe comme Atos, qui est un groupe qui fait plusieurs dizaines de milliards de dollars, a envie d'investir. Ils ont construit un centre numérique pour non pas seulement le Sénégal, mais l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Ils vont investir à Diamniadio, la ville nouvelle. Pasteur veut se développer et créer une usine de fabrication de vaccins contre la fièvre jaune. Voilà des projets qui font en sorte que le Sénégal change, le Sénégal se modernise, le Sénégal aussi répond aux besoins de sa population. Quand une entreprise dans le secteur agricole vient apporter de nouvelles technologies, quand elle vient apporter de l'irrigation, eh bien, elle révolutionne complètement les techniques agricoles. Un chiffre précis sur votre niveau d'investissement au Sénégal? Le niveau d'investissement, je crois que si on regarde, il doit être de l'ordre de... Enfin, je ne voudrais pas vous donner un chiffre inexact. Donc, en tout cas, ce chiffre est important. Mais je n'ai pas le chiffre précis, parce que ça dépend si vous prenez sur une année ou si vous prenez sur 80 ans. Vous avez une entreprise, par exemple, comme Eiffage, qui est ici depuis 90 ans. Donc, est-ce qu'il faut prendre en compte les 90 années d'investissement? Non, je ne crois pas que ce serait sérieux. Sur une année, je n'ai pas les chiffres, mais je vous les donnerai la prochaine fois. Très bien. Vous faites comme le Premier ministre Philippe. Écoutez, c'est une comparaison qui est flasteuse. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, parlons du franc CFA qui fait débat. Vous avez dit chez nos confrères de Sud FM que c'est d'abord un problème des Africains, des États membres de la zone franc. Mais pourquoi alors la France siège encore au conseil d'administration de la BCEAO? Pourquoi le franc CFA continue d'être fabriqué dans un village français? Alors d'abord, la plupart des monnaies africaines aujourd'hui sont fabriquées en dehors de l'Afrique. Ce n'est pas l'apanage du franc CFA. Pour ce qui est de la participation de la France au conseil d'administration, c'est une participation qui est très minoritaire. Je crois que c'est un siège sur 10. Pourquoi? C'est parce qu'il y a cette garantie qui est donnée à la valeur de la monnaie. Ce qui est très important, la richesse du franc CFA, c'est sa stabilité. Vous savez ce que vaut le franc CFA aujourd'hui, vous savez ce que vaut le franc CFA vaut demain. Et donc, dans le reste de l'Afrique, vous avez une forte inflation, 10%. Dans la zone CFA, c'est à peu près entre 0 et 1%. Donc les prix ne changent pas. La valeur de votre bien ne change pas. Donc ça permet de régler les problèmes d'inflation. L'autre avantage du franc CFA, c'est évidemment le fait d'avoir une monnaie unique. Moi, je dis toujours, les Européens, il leur a fallu combien d'années? 1959, 2000, il leur a fallu donc 41 ans pour obtenir cet objectif, une monnaie unique, l'euro. Nous en sommes contents, nous en sommes fiers. Cela crée de la stabilité, cela crée de l'unité. Le franc CFA existe depuis 1945. Voilà. Les Africains de la zone franc ont cette chance-là d'avoir une monnaie unique et une monnaie stable. C'est un avantage. Et d'ailleurs, quand on regarde les chiffres, c'est important, vous avez raison. Quelle est la région d'Afrique qui a la plus forte croissance aujourd'hui? C'est l'Afrique de l'Ouest, avec des taux autour de 6%. Le reste de l'Afrique, les taux de croissance sont autour de 2%. Oui, mais voilà des chiffres quand même qui sont la région la plus développée. Hein. C'est la région en plus forte croissance aujourd'hui. Oui.
Et c'est quand même, je pense, un point qu'il faut prendre en compte dans ces débats. La France ne conseillerait pas à ces pays de quitter la zone franc. Moi, je dirais qu'on conseillerait plutôt aux pays de rejoindre la zone franc, d'élargir la zone franc, parce qu'elle offre, encore une fois, de la stabilité et de l'unité. Mais après, comme je l'ai dit, la zone franc, le franc CFA, c'est la monnaie des Africains. S'ils souhaitent changer les règles, il leur revient de changer les règles. Comme par exemple que la France ne siège plus au conseil d'administration de la BCEAO. Il leur revient de changer les règles. Si vous garantissez la stabilité d'une monnaie, il faut que d'une manière ou d'une autre, il y ait un lien. Le franc CFA, sa force, encore une fois, c'est sa stabilité. Sa stabilité, elle est permise par la garantie qui est donnée à tout investisseur, à tout créancier, que la valeur du franc CFA ne va pas changer. Et les réserves logées au Trésor français, la France ne les utilise pas. Alors, vous savez quoi ? Moi, j'ai regardé ce dossier parce que je ne connaissais pas tous les détails en arrivant. Oui. Et j'ai découvert que ces réserves, qui sont effectivement en partie, pas en totalité, logées au Trésor français, nous les rémunérons. Oui. Et vous savez, nous les rémunérons à un taux qui est plus élevé que le taux du marché. Donc ce sont des liquidités qui sont rémunérées et il y a chaque année les intérêts qui sont versés par la France aux pays qui concourent à ce mécanisme. L'euro, monnaie unique de l'Europe, c'est quand même fait avec des peuples européens. Pourquoi on n'imaginerait pas un référendum donnant la parole aux peuples de l'espace UEMOA et CEMAC pour se prononcer sur l'avenir du CFA? Mais encore une fois, c'est aux pays africains de décider de leur avenir, de décider de leur monnaie, J'imagine de votre décider réponse. de Mais vous comprenez leur choix. que les peuples soient associés aussi à la prise de décision. Mais c'est au gouvernement de décider ce qui revient à être décidé par les exécutifs, par le pouvoir législatif ou par référendum. Des choix importants en France n'ont pas été faits par référendum. Maastricht, par exemple. Par exemple, le lancement de l'Europe, oui. le traité d'Europe 1957 n'a pas relevé d'un référendum. Mais on a assisté quand même à des référendums en France sur les questions européennes. Il y a eu des référendums. Oui. Certains ont donné des scores négatifs. Oui, par exemple. Par exemple, le traité en France en 2000, je crois que c'était en 2005 ou en 2006, il y a eu un résultat négatif. Ensuite, nous avons modifié le traité qui modifiait les règles de l'Union européenne. Et ce traité a été modifié en dehors d'un référendum. Donc ça, c'est vraiment une question d'appréciation qui relève de la stricte compétence des autorités nationales africaines. Kémy Séba, activiste français, a été expulsé de Dakar. Il est à Paris présentement. Il continue de s'activer. La France y est pour quelque chose dans cette expulsion? Ah mais pour rien. Nous, on n'est pas responsable du fait que Kémy Séba soit né à Strasbourg. Il est né à Strasbourg. Il est français. Donc le Sénégal souhaite l'expulser. Il est normal qu'un ressortissant français, quand il est expulsé, soit expulsé vers la France. Oui, et ça ne choque pas la France que son ressortissant soit expulsé? C'est au Sénégal de déterminer les règles qui valent sur son territoire. Ce n'est pas à nous de décider à la place du Sénégal ce qui est bon pour le Sénégal. Il est français, nous l'accueillons évidemment comme tout citoyen français. Je rappelle quand même, puisque vous en parlez, c'est que on peut discuter et débattre de certaines de ces propositions. Mais je trouve que quand même choisir comme porte-parole quelqu'un qui a fait de la prison, qui a été condamné à de nombreuses reprises par la justice française, ce n'est pas forcément le meilleur des porte-paroles. Dernière question, l'adhésion du Sénégal au G5 Sahel. En marge de l'Assemblée des Nations Unies, le président Macron a rencontré les États membres du G5 Sahel. Vous comprenez que le Sénégal ne soit pas membre de ce groupe? Alors, aujourd'hui, ce G5 Sahel, à quoi sert-il? Il sert à lutter contre le développement du terrorisme à la frontière de 3 pays, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. C'est son objet. Il était essentiel que ces pays, avec le concours de la Mauritanie et du Tchad, avec lesquels ils ont une coopération de longue date, puissent recevoir un soutien, des financements, des équipements. C'est l'objet du G5 Sahel, mobiliser les États africains qui subissent les attentats et le terrorisme sur leur sol, qu'ils aient un soutien. Maintenant, le Sénégal. Le Sénégal est un contributeur essentiel. Il faut le rappeler, le Sénégal a envoyé une deuxième force de réaction rapide dans le cadre de la mission des Nations Unies au Mali. Donc les soldats sénégalais
aux côtés des soldats français, jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Mais ils ne font pas partie du G5 Sahel. En revanche, ce qu'il y a, et là c'est un problème qui touche l'ensemble de la zone sahélienne, il y a une unité en termes de questions de développement. C'est pour ça que le président Macron a lancé le 13 juillet dernier ce qu'on appelle l'Alliance pour le Sahel, qui va permettre de répondre aux besoins de développement de l'ensemble de la région, de le faire de manière plus efficace, plus intelligente, pour faire en sorte que cette zone, ce Sahel, dont fait partie évidemment le Sénégal, puisse être une zone qui se développe, qui réponde aux besoins de sa population. Parce qu'il faut aussi aller regarder vers les causes profondes des conflits qui agitent cette région. L'Alliance pour le Sahel qui va remplacer le G5 Sahel? Pas du tout. Le G5 Sahel, c'est un objet très précis, la lutte contre le terrorisme. L'Alliance pour le Sahel, c'est concourir au développement. C'est favoriser la croissance économique de la région. C'est répondre aux besoins de tous les jeunes de cette zone. Y compris la question terroriste. Bien sûr, mais sous l'angle du développement. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Le terrorisme, ce n'est pas uniquement une question de répression. C'est d'abord une question d'éducation. C'est d'abord aussi une question de cadre de vie. C'est d'abord une question de société. Et ces sujets-là sont au cœur de ce qu'on appelle l'Alliance pour le Sahel. Merci Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal. Merci beaucoup. Merci de nous avoir regardés ce soir. Excellente soirée.